Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu que le parti nazi commence à prendre de plus en plus de pouvoir et nous allons reprendre là. Pour ce début juillet 1933, l'ingénieur Fritz Todt est nommé responsable du programme autoroutier. Comme dit dans les vidéos précédentes, le 1er mai, Hitler annonce à la population allemande que des autoroutes seront créées et en juillet, l'ingénieur Fritz Todt est nommé responsable du programme. Donc cela va commencer tout doucement. Juillet-août, cela va se mettre en place pour avoir une accélération vers septembre 1933. Donc comme dit précédemment, le programme autoroutier concernera toute l'Allemagne. Donc il faut vous imaginer les autoroutes, les infrastructures qui vont avec, ponts, etc. Mais également les routes secondaires seront également en travaux. Cela va considérablement baisser le chômage. Et comme dit dans des vidéos précédentes, imaginez un boulanger au chômage, eh bien il devra aller travailler sur les chantiers d'autoroute. Forcément, si une place de boulanger se libère, il pourra reprendre son travail de boulanger, mais tant qu'il n'y a pas de travail et qu'il y a énormément de chômeurs, les Allemands devront prendre le travail disponible. Cette idée de faire les routes pour faire travailler les gens était déjà ancrée dans la République de Weimar, mais cela ne s'est jamais fait. Hitler ayant les pleins pouvoirs, la loi peut passer plus facilement, en sachant que le réseau routier allemand sera considéré comme le meilleur au monde. À savoir que les autres pays du monde prendront exemple du système autoroutier allemand pour leur propre pays. Donc, comme dit, cela était déjà une idée de la République de Weimar, mais à savoir qu'Hitler parlait déjà de ça bien avant. Puzzi nous dira qu'en 1923, lors d'un voyage en voiture avec Hitler, Hitler lui dira que l'état des routes était déplorable, les pistes étaient recouvertes de cailloux et poussiéreuses. Et une des premières choses qu'il fera en arrivant au pouvoir, c'est de s'occuper des routes. De plus, cela dérangeait Hitler que les Allemands devaient contourner la Tchécoslovaquie pour se rendre en Allemagne orientale. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque Hitler prendra la Tchécoslovaquie en protectorat, les Allemands pourront traverser sans problème la Tchécoslovaquie et de même les Tchécoslovaques pourront rentrer en Allemagne sans problème. Il n'y aura plus de contrôle douanier pour les Tchécoslovaques ou les Allemands qui font des allers-retours entre les pays. Mais nous y reviendrons. Pour information, Hitler à cette époque n'a pas encore rencontré Speer, mais lorsque Speer deviendra un intime d'Hitler, Hitler demandera à Speer qu'il s'occupe des logements des travailleurs d'autoroute. Hitler veille à ce que les équipes de travail affectées aux constructions des autoroutes logent dans des baraquements modernes avec des infrastructures convenables. Cuisine, douche, laverie, salle de récréation confortable et cabine à 2 lits plutôt que les dortoirs impersonnels. Là, nous parlons que des ouvriers des autoroutes, mais à savoir que forcément, tous les ouvriers auront droit à une amélioration de leur installation. Pour cela, 6 millions de Reichsmark par an sont demandés aux employeurs pour justement améliorer les installations, espaces détente, cantines, terrains de sport, hygiène, etc. Donc, encore une fois, vous pouvez vous mettre à la place des Allemands de l'époque, qui sont au chômage et d'un coup, travaillent, on pense à eux, ils commencent à avoir des logements. Même leur logement au travail, c'est le confort. Donc, les gens commencent vraiment à adorer Hitler, déjà au bout de quelques mois de pouvoir. Speer
dira « Lorsque c'était la paix, il y avait chaque jour des choses nouvelles qui changeaient notre avenir. Et c'était le fait de cet homme. Nous étions tous joyeux, il faisait partie de la joie que nous éprouvions. » Le 3 juillet 1933, Martin Bormann devient l'adjoint de Rudolf Hess qui est lui-même adjoint du Führer. Donc nous pouvons voir que Martin Bormann a pris du galon. Pour l'histoire, Hitler étant chancelier, il ne peut plus s'occuper du parti et c'est Rudolf Hess qui devient le numéro 1 du parti. Et Martin Bormann, second de Rudolf Hess, avec le titre de chef d'état-major, et il s'occupera entre autres de la trésorerie du parti. Pour information, Rudolf Hess ne voulait pas de Bormann, mais d'autres dirigeants du parti ont insisté en disant que Bormann était irréprochable, qu'il ne s'énervait jamais et que c'était un bourreau de travail. Information réelle, nous allons voir ça dans un hors-série sur Bormann. C'est vraiment un bourreau de travail qui est calme, qui reste dans l'ombre et qui deviendra par la suite un intime d'Hitler. Tellement intime que Martin Bormann signera des documents à la place d'Hitler. Mais nous y reviendrons. Le 6 juillet, Hitler proclame la fin de la Révolution et déclare qu'il faut conduire le courant incontrôlé de la Révolution dans le lit tranquille de l'évolution. Donc il entend par là les SA. Rome parle de trahison des buts de la Révolution. Par la même occasion, la police auxiliaire SA et SS sera dissoute. Les frères Tarot, Jérôme et Jean, de leur retour en Allemagne, diront « Voyons les choses avec sang-froid. L'Allemagne est en révolution. On ne s'en rend pas très bien compte, et pour les raisons que voici. Pour nous, une révolution, la russe ou la nôtre par exemple, c'est avant toute chose une crise où le sang coule à flot, et qui, par un singulier paradoxe, trouve dans ses excès même sa justification, car elle finit par apparaître comme une convulsion de la nature, à laquelle la règle morale n'est absolument pas applicable. Qu'on la juge comme on voudra, la révolution hitlérienne n'a pas ce caractère sanguinaire. Et c'est précisément pour cela qu'elle n'apparaît pas comme une révolution authentique, et qu'on lui pardonne moins peut-être ses excès qu'à tout autre. Guillaume Duché, journaliste français envoyé en Allemagne, enquête sur les camps de concentration et interroge Himmler en personne. Himmler lui dit « La révolution brune n'est pas faite de violence brutale et il n'y a pas de guillotine installée en permanence. » Donc c'est un exemple qu'Himmler reprendra souvent en parlant de la montée en puissance du nazisme, de leur prise de pouvoir. Il parlera de révolution et justement il vantera que la révolution hitlérienne a été moins sanguinaire et moins violente que la révolution française. Donc c'est pour cela que Hitler proclame la fin de la révolution pour éviter que les SA et certains SS continuent à faire n'importe quoi. À savoir que Göring emploiera dans sa Gestapo des SA et des SA sanguinaires qui n'hésiteront pas à tuer d'autres SA qui ne respectent pas la règle d'arrêter le bordel. Donc, comme dit, fin de la Révolution, fin des auxiliaires de police et également fermeture des prisons non officielles que les SA ont mis en place. Et comme dit, si les SA refusent de fermer leurs prisons et continuent d'arrêter des gens, la Gestapo de Göring intervient et il n'hésite pas à tuer les SA en question. Le 7 juillet, le ministre Frick supprime tous les mandats des députés au Reichstag qui ne sont pas nazis. Donc Hitler avait déjà les pleins pouvoirs, mais là, tous les députés restants sont nazis. Donc là, Hitler peut arrêter de gouverner par décret. Tout le Reichstag est nazi, donc les lois peuvent passer officiellement.
12 juillet 1933, ouverture du camp de concentration de Sachsenhausen. Le 14 juillet, donc c'est une date où beaucoup de lois rentrent en vigueur. Loi sur la confiscation des biens des ennemis de la communauté raciale populaire. Vous l'avez compris, l'État nazi se permet de confisquer les biens de toute personne qu'elle considère comme ennemie. Loi sur le retrait de la nationalité allemande aux exilés. Donc toutes les personnes qui quittent l'Allemagne ou quitteront l'Allemagne ne seront plus considérées comme allemands. Une loi également sur l'interdiction des cartes de séjour aux réfugiés juifs de l'Est. Donc quand je dis réfugiés juifs, il faut comprendre aussi tout ce qui est polonais, russe, etc. Et il y a également un retrait de nationalité pour les personnes juives d'Europe de l'Est qui ont pu l'obtenir sous le régime de Weimar. Une loi également sur le fait que le référendum est l'unique mode de consultation populaire. Également, le NSDAP, comme dit précédemment, devient officiellement parti unique. Quiconque entreprend de maintenir la cohésion d'un autre parti politique ou de former un nouveau parti politique sera passible d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans. Et comme dit dans la vidéo précédente, la loi sur la prévention d'une descendance héréditairement malade rentre en vigueur. Donc comme dit dans la vidéo précédente, stérilisation sous la contrainte aux individus jugés inaptes et porteurs d'affections héréditaires. En sachant que les premières stérilisations commenceront en 1934 et arrêteront en 1943 pour cause de guerre. Et pendant cette période, de 1934 à 1943, il y aura eu 400 000 personnes stérilisées. Donc, pour la précision, les personnes sont réparties en catégories: épilepsie, maladie de Huntington, cécité, surdité héréditaire, schizophrénie, démence, débilité mentale congénitale, alcoolisme grave. Les autres pays européens ne sont pas choqués par la démarche allemande parce que c'est la norme dans les pays de trouver une solution pour ce genre de cas. Donc, comment cela fonctionne? Les personnes ayant des maladies héréditaires devaient être signalées au médecin de quartier, ou c'est les patients du médecin de quartier et c'est le médecin qui déclare les personnes ayant des maladies. Le médecin de quartier envoie les malades dans des hôpitaux où ils sont examinés par des médecins spécialisés qui, eux, prendront la décision. Pour les hôpitaux psychiatriques, par exemple, où les résidents sont internés, c'est le médecin psychiatre qui s'occupe du patient qui rédige le dossier. Une fois le dossier constitué, généralement de 1 à 3 pages, le dossier est envoyé au tribunal de santé héréditaire et c'est le tribunal qui ordonne la stérilisation ou non. Vous pouvez l'imaginer, des handicapés mentaux, des trisomiques, etc. Généralement, ils n'ont pas conscience ou n'ont pas la faculté mentale de pouvoir s'exprimer sur ce genre de détails et eux, ils seront stérilisés d'office. Donc eux, ils ne pourront pas faire appel, mais si le patient a les facultés de faire opposition, il peut faire opposition à la décision du tribunal. Donc il fait appel. Et une fois que vous faites appel, la décision est une nouvelle fois examinée et après, c'est oui ou non. Si la personne ne doit pas se faire stériliser, l'histoire est finie. Par contre, si elle doit se faire stériliser, la personne reçoit une convocation pour se rendre à l'hôpital. Et si elle refuse de se rendre à l'hôpital, c'est la police qui vient la chercher pour se faire stériliser de force. Après, forcément, si les médecins de quartier ne dénoncent pas les malades ou si la famille n'a jamais vraiment été voir le médecin,
ce n'est pas dit que la personne sera stérilisée. On est encore dans une sorte de délation, mais là orchestrée par les médecins. Parce que si personne ne dit au tribunal qu'il y a ces gens-là autour d'eux, en fait, personne ne peut être au courant. C'est pas une chasse à l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a certains abus. Il y a des rapports qui ont été faits de la part d'autorités. Par exemple, il y a une ville où un maire qui a des problèmes avec une famille. Donc c'est une famille d'alcooliques où les enfants volent, sont sales. Donc en fait, ils ne s'intègrent pas à la société nazie dû à rien au physique de sportifs et il soupçonne même de la consanguinité. Donc le maire demande à un médecin de rédiger un rapport comme quoi la famille était débile. Donc le médecin n'a pas vu les personnes en question, il a juste obéi aux ordres du maire et ensuite il est dit que la famille sera stérilisée de force alors que ce sont des gens qui ne sont pas malades en soi. Alcooliques pour certains d'entre eux, mais là ça sera stérilisation générale pour tout le monde. Il y a même une autre trace où un homme écrira une lettre à Hitler pour se plaindre, comme quoi il avait fait appel au tribunal de santé parce que des gens de sa ville l'avaient accusé de schizophrénie et lui, il disait que cela n'était pas vrai. Mais après, comme dans tout, il y aura des abus et des erreurs. Le 15 juillet, fondation d'un conseil général de l'industrie allemande autour de Krupp, Thyssen, Vogler, Bosch, Siemens, Schröder. Donc vous l'avez deviné, les puissants de l'industrie allemande. Le 19 juillet, à Berlin, début de la construction, contribuant à la résorption du chômage, d'un gigantesque espace sportif du Reich, comprenant le stade olympique de 97 000 places, la piscine olympique de 17 000 places, l'hippodrome de 2 000 places, une patinoire de 16 500 places, des cours de tennis de 3 300 places, le théâtre plein air Dietrich Eckart de 20 000 places, un restaurant pour 5 000 personnes, la maison du sport allemand et le champ de mai pour les rassemblements de 200 000 personnes. L'appellation champ de mai renvoie à la tradition nordique instaurée par Charlemagne de rassembler les troupes en mai et non au début du printemps comme chez les Romains dont Mars était le dieu de la guerre. Donc cela est pour Berlin, donc encore une fois le chômage va baisser, mais comme dit dans des vidéos précédentes, les villes allemandes ou même des villages, s'ils ont des projets de construction, de rénovation, le parti nazi va leur donner de l'argent. Par exemple, une petite ville qui a un château qui est en mauvais état pourra demander de l'argent pour le restaurer, pour faire venir des touristes. Le projet forcément doit passer devant une commission, mais si c'est faisable, cela sera fait, avec pour consigne forcément d'employer les gens de la ville, artisans, ouvriers, etc. et par extension les villes d'à côté, la région, etc. Il y a un autre exemple où dans une petite ville, voire on pourrait même dire un grand village, les responsables ont l'idée de détourner de l'eau pour faire une gigantesque fontaine. Le projet est accepté et cela fera travailler les gens non seulement du village, mais également des villes aux alentours, voire même de la région. Parce que le projet sera gigantesque et cela fera venir énormément de touristes. Donc ce n'est que des petits exemples, mais il faut vous dire que pour toute l'Allemagne, c'est la même chose. Le but est de faire travailler les gens pour faire marcher l'économie du pays. Et il n'y a pas que des projets de construction. Également, si un village, une ville, une région veut ouvrir des mines fermées, l'État nazi va également financer les projets pour ouvrir de nouveau les mines, par exemple charbon, fer, etc. Nous avons un exemple avec Göring
qui financera lui-même, qu'il achètera une mine de fer fermée, et les historiens de notre époque diront que Göring a foiré son coup parce que le fer était de mauvaise qualité. Göring a dû ouvrir juste à côté une usine pour justement rendre le fer de bonne qualité. Et les historiens ou économistes de notre époque diront que Göring a complètement foiré son coup parce que cela lui coûtait plus d'argent qu'il n'en gagnait avec cette mine. Mais le but de Göring, c'était pas de faire de l'argent, parce qu'il est déjà assez riche avec tous les titres qu'il a en sa possession. Il gagne quasiment 100 000 marks. Et son but, ce n'est pas de gagner de l'argent avec cette mine de fer, mais de faire travailler les ouvriers de la région. La mine emploiera des dizaines de milliers d'ouvriers, déjà pour la construction, pour le nettoyage des minerais, les transports en véhicules, etc. Donc cela fera des chômeurs en moins, donc des gens qui payent des impôts qui payent Göring. Donc c'est une autre façon de voir. Nous, à notre époque, les gros industriels ne veulent faire que du bénéfice, alors que l'Allemagne nazie, elle veut la grandeur de son pays. Et aussi le but est d'être autonome et d'avoir du fer chez eux, charbon, etc. Un des principes de l'Allemagne nazie également, entre guillemets, c'est de ne pas importer des choses qu'ils ont sur leur sol. Ils trouvent ça complètement débile. Et de plus, avec les autres pays, au lieu de monnayer de l'argent, ils vont troquer des choses qu'ils ont chez eux contre des choses qu'ils n'ont pas. Par exemple, nous y reviendrons, mais avec l'Union soviétique, l'échange sera des armes contre de la nourriture. L'Allemagne étant spécialiste dans les armes, elle les échangera contre de la nourriture parce que l'Allemagne a beaucoup moins de champs cultivables que l'Union soviétique. Le 20 juillet, concordat entre le régime nazi et le Vatican, qui voit en Hitler un moyen efficace pour briser le communisme. L'Église catholique allemande conserve le droit de pratiquer le culte, d'avoir des écoles, d'animer des associations culturelles et caricatives, mais les prêtres et autres religieux doivent se tenir à l'écart de la politique. Le 24 juillet, interdiction des témoins de Jéhovah dans toute l'Allemagne. Vu dans la vidéo précédente, l'interdiction sur la Prusse, mais là c'est sur toute l'Allemagne. Et pour cette même date, Léon Trotsky arrive en France. La France lui accorde l'asile politique. Pour information, depuis l'entrée d'Hitler à la chancellerie jusqu'à cette fin juillet, d'après les informations ministérielles, 26 789 prisonniers politiques sont détenus dans les camps de concentration. Un lord anglais demandera à Hitler, lors d'une réunion, un peu plus de précision sur les prisonniers politiques détenus en Allemagne. Hitler dira qu'il trouve cette question saugrenue parce qu'il ne se permettrait pas de demander à Sa Majesté quels prisonniers politiques elle détient dans les prisons de ses colonies. Pour ce mois de juillet, Goebbels nous parle forcément des lois. Il dit « Hier, conseil de cabinet de 11h à 14h et de 16h à minuit. 42 lois décidées de la plus grande importance. » Il dira également qu'il reçoit l'ambassadeur de Tokyo, qu'il a acheté une nouvelle maison, qu'il a fait visiter à Hitler. Hitler est content. Par la suite, Goebbels dit qu'il s'occupe de plusieurs petits détails politiques et il dit « Le problème de la succession de Hindenburg se pose de plus en plus. Hitler ne doit tolérer ni l'existence d'un président du Reich au-dessus de lui, ni de devenir une figure décorative. Il faut unir les deux fonctions en une seule personne. C'est dans ce sens que nous allons trouver une issue. Avant tout, il faut s'assurer de l'approbation du peuple et non s'en remettre à la grâce de la Reichswehr. Celle-ci voudrait naturellement se mettre en avant
afin de pouvoir dire ensuite que c'est elle qui l'a fait. Ensuite, Goebbels est invité par Hitler au rassemblement de Bayreux et il dit « À midi chez Hitler, il est indigné que Magda ne soit pas avec moi. Je lui raconte tout. Il envoie aussitôt chercher Magda à Berlin par avion. Elle accepte. » Donc encore une fois, nous pouvons voir que Magda Goebbels est une personne très appréciée de Hitler. Hitler n'hésite pas à envoyer un avion la chercher à Berlin. Et vous pouvez aussi imaginer la joie de Magda Goebbels de voir à quel point le Führer s'intéresse à elle. Goebbels dit que la cérémonie à Bayreux se passe bien, qu'il est content, que tout le monde est content, et il dit « Hitler occupe une toute petite maison. Nous y allons dans la nuit pour le café. Il rétablit la paix entre Magda et moi, un véritable ami. Mais il me donne raison. Les femmes n'ont rien à faire dans la vie politique publique. » Petite parenthèse, j'ai beaucoup parlé des femmes dans le Troisième Reich, les avantages qu'elles avaient, mais il me semble que je n'ai pas parlé de leurs inconvénients. Dans le régime nazi, les femmes n'ont pas le droit d'être à des postes importants en politique, sauf si cela concerne la santé ou le social. Mais tous les autres postes leur sont interdits et également leur sont interdits les postes de juge et d'avocate. Fin de la parenthèse. Par la suite, Goebbels nous dit qu'il part faire un pique-nique sous les sapins avec Hitler. Il dit « 4 heures de plein air, Hitler ravi, un homme parmi les hommes. Le trajet de retour est un cortège triomphal sans pareil. Toute la population est sur pied. » Passé toute la soirée chez Hitler, il critique sévèrement Rosenberg parce qu'il fait tout et n'importe quoi, c'est-à-dire rien. Le Volkitscher Beobacher est une cochonnerie. Une autre petite parenthèse, comme déjà dit, et je le répète, les hauts dignitaires nazis ne s'aiment pas entre eux, ils ne font que se tirer dans les pattes, et chacun a des dossiers et des casseroles sur les autres, ce qui peut également le protéger. Beaucoup d'historiens diront que Hitler aime bien cette ambiance parce que justement si quelqu'un veut le doubler, il sera averti par un autre et c'est une façon de les tenir. Speer, lui, nous dira qu'Hitler avait conscience de ces embrouilles, mais que pour lui c'était des enfantillages et qu'il s'en occupait pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.